Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'On s'autorise à penser aux ZAP. La justice est au cœur du système politique. Aux criminels, en France, la justice était rendue depuis la Révolution au nom du peuple français. Désormais, elle est rendue sans lui. Le jury populaire de cour d'assises est, je cite, un symbole éclatant de la démocratie participative, rappelle notre invité d'aujourd'hui, car il implique les citoyens pleinement dans l'exercice de la justice pénale. Tout un chacun peut devenir juge aux assises, c'est un tirage au sort. Mais cet héritage de la Révolution de 1789 est en voie d'extinction. C'est l'une des nombreuses évolutions politiques désastreuses de ces dernières années. Depuis le 1er janvier 2023, la plupart des crimes ne sont plus jugés aux assises, mais jugés par des cours départementales de magistrats professionnels exclusivement. Pourquoi une telle remise en cause ? Au nom d'une conception néolibérale de la justice, au nom de ce que l'on peut appeler la marchandisation de tous les aspects de la vie sociale, y compris la justice, marchandisation généralisée qui impose à la justice une logique purement économique, avec pour objectif le rendement, la gestion optimale des flux de justiciables. Nous recevons aujourd'hui le juriste Benjamin Fiorini. Bonjour. Bonjour. Enseignant à l'Université de Paris 8, président de l'association Sauvons les Assises, pour un livre d'intervention, un livre de combat même, qui vient de paraître aux éditions juridiques LGDJ, sous le titre « Sauvons le jury populaire ». Vous êtes engagé, dit le préfacier de votre livre, qui s'appelle Marc Edrich, qui est président de la Cour d'assises de Martinique, dans une croisade démocratique, dit-il, pour, comme le dit le titre du livre, sauver cette institution. Est-ce qu'on peut revenir sur, peut-être au départ, le mouvement général qui a abouti à la loi Dupond-Moretti, puisque c'est elle qui est en cause, avec donc ce changement et la disparition des assises depuis 2023 ? Oui, c'est intéressant de voir effectivement dans quel cadre ça vient s'instituer, cette réforme de création des cours criminelles départementales sans juré. Alors il faut savoir que depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, on a un mouvement en droit pénal qui tend à accélérer les procédures. C'est-à-dire que le schéma classique qu'on va avoir en tête, à savoir par exemple une juridiction composée de 3 magistrats qui va prendre le temps d'écouter un dossier, en fait ça fait longtemps que ce sont des affaires qui sont devenues minoritaires. On a créé par exemple le mécanisme de comparution immédiate pour juger les délits, on a créé le mécanisme de plaider coupable délictuel pour juger aussi certains délits. Donc en fait, c'est des formes de justice accélérée qui sont beaucoup moins satisfaisantes et qui sont, on va dire, des coups portés aux droits de la défense également. Et on va dire qu'en 2018, on vient atteindre quelque part le paroxysme de ce mouvement-là, puisqu'à l'époque, c'est Nicole Belloubet, qui est garde des Sceaux, et qui va annoncer ce projet de réforme consistant à supprimer les cours d'assises, c'est-à-dire ces cours qui sont composés de 3 magistrats et 6 jurés populaires, au profit de cours criminelles départementales composées exclusivement de 5 magistrats professionnels, donc on supprime le jury, dans la majorité des affaires criminelles. Auparavant, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y avait un principe qui était hérité de la Révolution, qui voulait que pour juger tous les crimes, on faisait intervenir un jury populaire, un jury de cour d'assises. Et Nicole Belloubet se propose de supprimer ce jury dans la majorité des affaires pour des raisons qui sont finalement économiques et gestionnaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc en 2018, il y a un consensus pour dire, parmi les professions judiciaires, que c'est une justice rendue aux cours d'assises qui est d'excellente qualité, parce qu'elle prend justement le temps de la pédagogie, c'est une justice qui est marquée par une profonde humanité, on prend le temps de bien juger, c'est peut-être le dernier espace qui a échappé justement à cette logique néolibérale de marchandisation. Et de vivre les dilemmes, au fond. Bien sûr, puisque bien sûr. C'est terrible d'être juré, souvent. Ah oui. Alors ça, être juré... Mais c'est justement qu'on prend le temps d'être confronté aux différentes visions possibles de la situation. Oui, alors ça, c'est ce que nous disent d'ailleurs les travaux des sociologues, des ethnologues qui ont travaillé, qui ont fait des entretiens avec d'anciens jurés. Je pense au livre, par exemple, de Célia Gissin-Gébos, qui a fait un magnifique ouvrage sur ce sujet-là. Et ce que disent la plupart des anciens jurés, c'est que quand ils sont appelés pour être jurés, quand ils reçoivent le courrier de convocation, au départ, ils ne sont pas très rassurés. Voire même, ils ne se sentent pas légitimes, ce qui est assez intéressant. Ils considèrent que juger, ça doit être fait par des juges, et eux ne sont pas compétents pour le faire. Donc ils vont un petit peu en cour d'assises entrer dans les pieds, d'une certaine façon. Et finalement, ce que disent
disent l'écrasante majorité des anciens jurés, à peu près 95%, c'est qu'ils vont être pris par cette expérience, ils vont se rendre compte déjà qu'ils sont capables de se concentrer pour entendre les débats, ce qui est déjà formidable à notre époque, vous savez, où on est tous sollicités par les réseaux sociaux, etc. Donc ils sont capables de se concentrer, et à la fin, ils sont capables de se faire leur propre opinion, leur propre intime conviction du dossier, ils sont capables d'argumenter dans le cadre des délibérés, de s'ouvrir aussi à l'argumentation des autres, et ils arrivent finalement à rendre la justice en âme et conscience. Et ça leur donne, et ça je trouve ça formidable, un sentiment de fierté. C'est un des premiers mots qui apparaît chez les anciens jurés, ils sont fiers d'être parvenus finalement à se hisser au niveau de responsabilité qu'on leur a confié. Et j'ai envie de dire, il y a combien d'institutions en France qui rendent les gens fiers? Déjà pas le ministère de la Justice en ce moment, ça c'est sûr, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et effectivement, ça montre à ces citoyens, c'est ce qu'ils nous disent aussi dans ces différentes études, qu'être juré, finalement, ça leur a montré qu'être citoyen, ça ne se limitait pas à l'exercice du droit de vote. Parce que souvent, on associe finalement droit de vote et puis citoyenneté, et là, ça leur montre qu'être citoyen, ça peut être bien d'autres choses. Ce n'est pas forcément visiter périodiquement un isoloir, ça peut prendre des formes d'action concrètes et finalement trancher des problèmes particuliers posés à la collectivité, en l'occurrence le problème du crime et comment on y répond. Il faut imaginer que ça, pour quelqu'un qui vit cette expérience, ça ouvre des perspectives en termes de citoyenneté qui sont formidables. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anciens jurés qui disent par exemple qu'ils se sont engagés suite à cette expérience dans telle association, voire qu'ils ont créé une association en lien avec les problématiques judiciaires. Donc dans des formes de citoyenneté active cette fois-ci, et non plus dans cette simple situation artificielle qui consiste à dire je suis en démocratie parce que j'ai le droit de glisser un bulletin de vote une fois tous les ans ou tous les 3 ans. Tout à fait, ça rompt avec cette logique selon laquelle la citoyenneté, elle est mise en sommeil finalement entre deux élections, et ça tend au contraire à mettre en place une logique de citoyenneté active, où même entre deux élections, on peut prendre des initiatives qui vont dans le sens de la collectivité. Et ce que disent aussi les anciens jurés, et ça aussi ça me paraît intéressant au regard de la période que nous vivons, c'est que cette expérience de juré leur a appris à se méfier des narratifs médiatiques produits sur la justice. Il y a énormément d'anciens jurés qui vont dire par exemple, qui vont admettre de manière très sincère, moi je suis venu avec énormément de préjugés. Par exemple, je pensais qu'il n'y avait que des juges rouges. Je ne comprenais pas pourquoi dans toutes les affaires on ne mettait pas la peine maximale à chaque fois. Et finalement, ces mêmes jurés qui vont tenir ces propos-là avant leur expérience vont se rendre compte que quand ils délibèrent, ils se rendent compte quand même que juger son prochain, c'est quand même compliqué, que décider du destin d'une personne, c'est également quelque chose d'extrêmement complexe. Auparavant, avant l'expérience, généralement, ils vont avoir une journée de formation où ils vont notamment visiter une prison. Et le fait de visiter la prison, ça leur permet de se rendre compte de ce que c'est concrètement une prison, ce qui fait que quand ils vont prononcer une peine d'emprisonnement vis-à-vis de quelqu'un, ils vont le faire davantage en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant ce que ça représente pour la personne qui sera condamnée. Et tout ça, ça les incite véritablement à réviser leur manière de voir la justice, à rompre avec certains préjugés, et comme je le disais, à rompre aussi avec certains récits médiatiques. C'est-à-dire que quand ils entendent sur le plateau de CNews ou sur de BFM un narratif cousu d'avance qui va dépeindre tel aspect judiciaire en dénonçant les juges rouges, etc., eh bien là, ils vont se méfier. Voilà. Ils vont se méfier parce qu'ils savent que concrètement, ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand on connaît l'état actuel de l'espace médiatique, qui est absolument catastrophique. Mais effectivement, si la démocratie, c'est le fait qu'un peuple se gouverne par lui-même, s'autogouverne dans l'égalité, on voit bien comment la fonction de juger ne peut pas, sans de très graves dommages, finalement, être intégralement déléguée à des experts, si légitimes soient-ils dans leur expertise, à savoir les magistrats. Il y a aussi, me semble-t-il, une dimension directement politique, au sens où on ne juge pas tel type de crimes de la même manière selon la période. Selon la situation générale de l'opinion, selon les agendas politiques. Or, les magistrats sont soumis à une autorité qui a une politique pénale. Et ça n'est pas la même chose que d'avoir des citoyens qui vont être obligés de prendre une responsabilité qui les regarde en dernier recours. C'est un des apports fondamentaux du jury, effectivement, c'est cette espèce d'indépendance qu'il a intrinsèquement du fait de son mode de désignation. Le juré, il est soumis à aucune autorité, il est désigné par tirage au sort, donc de la manière la plus égalitaire possible, et le fait qu'on l'appelle à concourir à l'exercice de la justice criminelle est effectivement un gage d'indépendance, puisqu'on sait qu'en France, effectivement, on a ce problème qui n'apparaît pas d'ailleurs dans tous les pays européens, qui est que certains des magistrats, donc notamment les magistrats du parquet, sont hiérarchiquement subordonnés, c'est ce que disent les textes de loi, au pouvoir
pouvoir exécutif, ce qui fait que dans l'orientation des poursuites, notamment, on va avoir justement parfois la main de l'exécutif qui est derrière. En tout cas, on peut soupçonner qu'elle est derrière, et elle l'est effectivement parfois. Et c'est sûr que les jurés citoyens, ils viennent justement rompre avec cette logique-là. Et ça me permet de dire un petit mot au sujet d'un projet qu'avait Gérald Darmanin très récemment, qui était de mettre en place un plaidé coupable en matière criminelle. Alors, d'une part, le plaidé coupable, il aurait supprimé les jurés encore davantage, parce que quand il y a un plaidé coupable, c'est-à-dire une négociation en fait entre l'accusé et le parquet. Il faut expliquer en quoi ça consiste. Hein. Oui, oui. Vous êtes arrêté, donc vous êtes accusé d'un crime. Et donc, ce système, est-ce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le plea bargaining, le plaidé coupable, c'est-à-dire une négociation finalement sans qu'on se soucie vraiment du fond de l'affaire, de la vérité? Oui, c'est exactement ça. Le plaidé coupable criminel, c'est la situation suivante. Vous avez une personne qui va faire l'objet d'une enquête. Le procureur va être convaincu que cette personne est coupable. Et parce qu'il est convaincu que cette personne est coupable, il veut lui faire reconnaître sa culpabilité. Et pour lui faire reconnaître sa culpabilité, il va lui proposer une peine qui est généralement relativement modérée par rapport à la peine qui est encourue par cette personne. Et c'est le fait que cette peine soit relativement modérée qui va inciter la personne à reconnaître sa culpabilité. Mais le but, c'est de faire des économies en réalité. Le but, c'est de faire des économies parce qu'avec ce système-là, eh ben, tout simplement, il n'y a plus de procès. Il n'y a plus de procès puisque vu que la personne reconnaît sa culpabilité, on ne va pas rassembler des magistrats et des jurés pour délibérer sur le cas, pour écouter les témoins, pour écouter les experts. En vérité, il y a cette négociation. Et s'il y a un accord entre le procureur et l'accusé, dans ce cas-là, il y a seulement ce qu'on appelle une audience d'homologation, c'est-à-dire 3 juges qui vont simplement vérifier si l'aveu n'a pas été extorqué, mais qui en vérité n'ont aucun moyen de le vérifier, parce que si la personne confirme qu'elle est bien coupable, bah, ils vont considérer qu'elle est bien coupable. Alors qu'en fait, elle peut le faire éventuellement pour éviter la perspective d'une peine beaucoup plus grave, alors même qu'elle est innocente. Si son avocat lui dit bon, mais en réalité ça se présente mal et que vous êtes innocent certes mais vous en tirerez pas, il va faire ce choix et dire je suis coupable pour s'épargner donc quelque chose une peine plus grave. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, qui recourent abondamment à ce système-là, on observe un nombre incalculable d'erreurs judiciaires qui sont dues justement à ce mécanisme de plaider coupable. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a une université, qui est l'université du Michigan, qui tient un registre qu'on peut chacun consulter en ligne, qui s'appelle le registre national des erreurs judiciaires. C'est un registre qui liste toutes les erreurs judiciaires officiellement reconnues depuis 1989. Il y en a un petit paquet, il y en a plusieurs milliers. Et quand on regarde ce registre, on s'aperçoit qu'il y a aussi les causes des erreurs judiciaires qui sont identifiées par les chercheurs de l'université du Michigan. Et parmi ces causes-là, eh bien, les erreurs judiciaires proviennent en fait en très grande partie de mécanismes de plaider coupable. C'est-à-dire que c'est une cause d'erreur judiciaire parfaitement identifiée aux États-Unis qui représente selon les années entre 25% et 33% des erreurs judiciaires, ce qui est énorme. Alors on pourrait se dire, mais c'est quand même curieux, alors il y a une erreur judiciaire alors que la personne a reconnu sa culpabilité. C'est-à-dire c'est particulièrement pervers parce que ça oblige en fait l'accusé à participer de l'erreur judiciaire, à la cautionner pour éviter le pire, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, alors là, les chercheurs ont identifié 2 paramètres en fait qui vont inciter un accusé à reconnaître faussement sa culpabilité. Il y en a d'autres en vérité, mais les 2 principaux, c'est les suivants. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est que la peine proposée par le procureur va être très inférieure à celle qu'il a encourue. Il faut se mettre en situation. Imaginons, vous encourez 30 ans de réclusion criminelle, le procureur il vient vous voir, il vous dit j'ai quelques éléments à charge contre toi, je pourrais obtenir ta condamnation et moi je te propose de faire seulement 7 ans. Marché conclu, même si vous vous savez innocent, vous pouvez être tenté. Sachant que se défendre, ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que si on est démuni financièrement, on ne peut pas se défendre solidement. Et c'est la raison pour laquelle ce plaidé coupable aux États-Unis, quand il crée des erreurs judiciaires, eh bien ces erreurs judiciaires, statistiquement, vont essentiellement concerner les minorités ethniques et les segments les plus fragiles de la population en termes financiers. Les gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Voilà, les gens qui n'ont pas les moyens, ce sont ceux qui sont les plus exposés à ce risque d'erreur judiciaire. Et le deuxième paramètre qui est pris en considération par les personnes lorsqu'elles vont faire un faux plaidoyer de culpabilité, c'est le pourcentage de chances qu'elles ont d'être acquittées si elles vont à l'audience, si elles vont au procès. Donc elles font un calcul en fait bénéfice-risque. Et aux États-Unis, on a le nombre d'erreurs judiciaires qu'on a qui est extrêmement important à cause du plaidé coupable, alors même que le taux d'acquittement là-bas, quand on va au procès, est de 17%. Alors qu'en France, là où M. Darmanin voudrait intégrer ce mécanisme de plaidé coupable, eh bien, on a un taux d'acquittement, cour d'assises et cour criminelle confondus, qui est de 5% seulement. Donc ça veut dire que techniquement, le risque d'erreur judiciaire serait même plus fort chez nous qu'il l'est aux États-Unis si on venait à introduire cette procédure. Bon, fort heureusement, il y a eu un front de contestation contre ce plaidé coupable qui venait à la fois des universitaires, des avocats, de certains magistrats,
des collectifs féministes, on pourra y revenir, et des collectifs enfantistes aussi qui sont très opposés à cette réforme, notamment parce qu'elle aurait permis finalement de mettre en place des plaidés coupables dans les affaires de viol ou dans les affaires de viol incestueux. Et finalement, devant ce front du refus, Darmanin a fini par céder. C'est assez rare quand même pour être souligné, mais il y a eu une victoire sur ce terrain-là. C'est-à-dire que M. Darmanin a annoncé qu'il retirait ce projet de plaidé coupable. Mais alors, si ce beau système n'est pas encore introduit, si le ministre Darmanin n'a pas réussi à l'introduire, mais en réalité, il n'est pas le premier à pousser dans ce sens. Ça fait au moins 10 ans, sinon 20, qu'il y a toutes sortes de ballons d'essai, de tentatives pour aller de ce côté-là. Ça n'a pas réussi encore à s'imposer, mais s'il y a tant si la tentation est telle, c'est, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de l'état actuel de la justice, parce que justement, faute de financement, la justice, comme l'hôpital, comme l'université, comme les écoles, est en situation de délabrement total. On l'a vu avec l'affaire Liana et ce qui s'est passé, je crois, dans le Gers, puisque Gérald Darmanin a essayé de faire retomber la faute sur les magistrats, alors qu'en réalité, ils ont très bien pu montrer que c'était absolument impossible, en l'état de leurs moyens, de gérer les dossiers, et que donc c'était un problème structurel. C'est une histoire de coût, une histoire d'argent, d'optimisation. Ça renvoie peut-être qu'on peut faire un excursus sur ce qui, au plan théorique et philosophique, est sous-jacent. Ça renvoie à des théories du droit, notamment à un théoricien des États-Unis qui s'appelait Gary Becker. Je crois que c'est la Law and Economics School, l'école du droit et de l'économie, qui conçoit la justice finalement comme un service comme les autres, qui est uniquement quantifiable, qui ne peut s'évaluer qu'en termes monétaires en fait au fond. Combien ça coûte et est-ce que les coûts et les bénéfices sont, lorsqu'ils sont mis en rapport, favorables. Oui, c'est tout à fait ça. Quand on regarde les débats qui ont donné lieu initialement à la création des cours criminelles, on percevait qu'on était totalement dans une adoption pure et simple de cette théorie-là, au détriment de tous les autres enjeux du procès, qui sont les enjeux humains, philosophiques, citoyens, démocratiques. Quand on regarde la création des cours criminelles départementales, quand on regarde le projet de loi initial de Mme Belloubet, eh bien, c'est assez fascinant parce qu'on constate dans l'exposé des motifs de ce projet de loi qu'il y a justement ce consensus dont je parlais tout à l'heure, à savoir que la Cour d'assises est une justice d'excellente qualité, que personne ne le conteste, absolument personne, mais que précisément, pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de flux, pour des raisons financières, eh bien, on n'a pas d'autre choix finalement que de supprimer le jury populaire. D'une part, pour faire des économies, parce qu'il faut savoir que les jurys sont un tout petit peu indemnisés, mais c'est vraiment une économie de bout de chandelle. C'est à peu près 100 € par jour pour un jury, plus les frais de repas. Pendant ce temps-là. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler, donc c'est assez logique finalement de les indemniser, et encore à très faible hauteur, plus les frais de repas et d'hébergement. Donc il y a cette idée quand même de supprimer les jurys parce que ça coûte trop cher, ce qui veut dire en termes clairs que la démocratie coûte un peu trop cher, ce qui est assez fascinant. Et il y a le deuxième aspect qui consiste à dire, et ça répond à un vrai besoin, que la justice criminelle est trop lente, qu'elle est engorgée, et ça c'est vrai. Pour le coup, le fait que la justice soit lente, c'est une réalité. Enfin, si elle l'est, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de ne pas l'être. Et ben c'est ça. Si la justice est trop lente, c'est évidemment parce qu'elle n'a pas les moyens. Et vu que le gouvernement oui. Et vu que le gouvernement de Mme Belloubet, pas davantage que les gouvernements suivants, n'ont voulu donner à la justice les moyens suffisants qui soient calibrés à ses besoins pour fonctionner fidèlement à ses principes, on va dire, en conservant le jury, par exemple, l'oralité des débats, le contradictoire, eh bien, l'idée qui est proposée, c'est finalement de raboter tous ces principes, donc en l'occurrence de raboter la présence des jurés citoyens pour aller plus vite. En fait, je dirais que, pour le synthétiser, qu'actuellement, la justice criminelle, elle est à la croisée des chemins. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Le premier, c'est celui retenu par le gouvernement, qui consiste à considérer la justice criminelle comme un problème de plomberie. C'est un problème de plomberie, c'est-à-dire qu'on regarde les cours d'assises, on voit que c'est un tuyau, c'est un tuyau qui est bouché, et du coup, pour faire en sorte quand même d'écouler les stocks, donc tout ce vocabulaire néolibéral, gestionnaire, etc. Le tableau Excel. Eh bien, on va créer des canaux de dérivation procéduraux, et ces canaux de dérivation qui permettent d'aller plus vite, mais qui en fait produisent une justice expéditive et médiocre, eh bien, ça s'appelle cour criminelle, donc juridiction sans juré, ça s'appelle plaidé coupable, donc ça c'était le projet, et je pense que demain, ça s'appellera réduction de la collégialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le fait qu'il y ait plusieurs juges dans une formation de jugement, c'est une garantie contre l'arbitraire, parce que juge unique, le vieux proverbe. Oui, puis de toute façon, comme pour tout, une discussion, une confrontation de points de vue aboutit à un meilleur résultat qu'une décision unilatérale d'un seul individu. Tout à fait.
Donc, et ça, je pense que c'est le prochain principe qui sera fortement attaqué. Après, ce qui sera attaqué sans aucun doute, c'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. C'est un point cardinal des assises, c'est que toutes les preuves doivent être débattues à l'oral, et c'est ce qui donne justement ce procès vivant, parfois réparateur, souvent cathartique. Eh bien, je pense qu'on va passer sur un mode de gestion qui sera davantage basé sur l'écrit, donc beaucoup plus technocratique, avec un jargon administratif qui sera d'ailleurs facilité par l'intelligence artificielle. Et puis peut-être... oui, c'est l'étape suivante, pourquoi pas mais je pense que c'est l'étape suivante. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays qui utilisent déjà l'intelligence artificielle en matière pénale pour des choses extrêmement graves. Par exemple, aux États-Unis, dans certains États en tout cas, et je pense à la Pennsylvanie en particulier, il faut savoir qu'actuellement, eh bien, quand on détermine si quelqu'un doit être préservé en détention provisoire ou doit être libéré, eh bien, on sollicite d'abord une intelligence artificielle à laquelle on donne un certain nombre de paramètres sur la personne, des paramètres par ailleurs extrêmement discriminatoires, par exemple son lieu de résidence. On ne sait pas ce que ça vient faire là, mais apparemment, selon les Américains, ça peut prédire un risque de récidive. Ça va être mis en rapport avec les bases de données sur les lieux des crimes, par exemple, je ne sais pas, ou sur les lieux d'origine des délinquants. Oui, tout à fait. En fait, c'est basé sur ces... Donc, et en plus, l'algorithme est assez, en vérité, secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement sur quoi ça se base en intégralité. On sait que ça se base notamment sur le domicile de la personne, mais on ne sait pas tout. Et à la fin, la machine, si la personne risque de récidiver, affiche un petit drapeau rouge. Donc ça incite le juge à prendre une décision de maintien en détention provisoire. Et si elle affiche un petit drapeau vert, ça veut dire que le juge peut songer à la libérer. Bon, tout ça pour dire que ça, c'est pas un risque théorique. Ça existe déjà dans certains pays. Donc il y a rien qui empêcherait que ça arrive un jour en France, effectivement, y compris pour juger sur le fond. Donc ça, en gros, c'est le premier chemin dans lequel s'engouffre manifestement M. Darmanin. C'est vraiment envisager la justice comme un problème de plomberie. Et le deuxième chemin, à mon sens, c'est tout simplement de repolitiser le sujet. Parce que M. Darmanin, s'il propose ce type d'évolution, c'est parce que, selon lui, il n'y a pas le choix. C'est l'argument, c'est de dire, de toute façon, il n'y aura jamais le budget pour ça, donc Tina, vous savez, there is no alternative. C'est ce qu'on dit aux gens qui n'ont plus d'hôpitaux à moins de 2 heures de chez eux. C'est exactement le même problème pour les hôpitaux que pour la justice, il n'y a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Et à mon avis, justement, il faut dire, il y a le choix en vérité. On peut faire un choix politique sur cette question-là. Et le choix politique, il se formulerait de la manière suivante, de quelle justice criminelle voulons-nous? Et si on veut une justice qui répond à un certain nombre de principes cardinaux, et les principes cardinaux, selon moi, c'est justement les principes qui ont été érigés à la Révolution. Donc, intervention du jury populaire pour juger les crimes, oralité des débats dont je parlais tout à l'heure, publicité du procès, qui serait remise en cause par le plaidé coupable criminel, et contradictoire. Et si on s'entend pour dire que c'est ces 4 piliers sur lesquels doit reposer la justice criminelle, eh bien dans ce cas-là, tout simplement, mettons-nous d'accord ensemble en tant que citoyens pour donner à la justice les moyens de fonctionner en accord avec ces principes. Pour moi, c'est vraiment les deux chemins qui se dessinent, et je crois qu'on est à l'heure du choix. Il y a 2 choses, il me semble, que j'ai envie de constater, c'est que le débouché, l'issue du courant général que vous décrivez, qui est lié à la marchandisation générale, comme je le disais au début, c'est en réalité une inégalité radicale entre les justiciables. C'est-à-dire qu'à la fin, ceux qui vont s'en sortir face à la justice, y compris éventuellement indûment, c'est ceux qui auront les moyens de payer un avocat, de ne pas accepter le plea bargaining, par exemple, ou voilà. Et ceux qui n'ont pas les moyens financiers, donc voilà, les classes dominées seront encore plus dominées par l'instrument judiciaire. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième que j'avais envie d'évoquer, c'est la question des moyens de la puissance publique, au fond. Parce qu'en bout de chaîne, il y a quand même le problème de la fiscalité. Si tous ces services publics sont exsangues, c'est pas que la richesse générale a disparu dans notre société, puisque en valeur globale, la richesse globale n'a pas baissé. C'est donc que l'argent va ailleurs, les ressources vont ailleurs. Voilà, c'était les deux réflexions que j'ai envie de vous soumettre. Je ne sais pas ce qu'elles peuvent vous inspirer. Sur la question de l'égalité, vous avez raison. C'est-à-dire que les systèmes qui nous sont proposés sont des accélérateurs d'inégalité, dont le plaidé coupable, parce qu'il faut savoir que j'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que M. Darmanin a reculé sur cette question sous la pression politique, etc. Mais en revanche, il a dit simultanément que dans quelques mois, il reproposerait probablement ce projet en attendant qu'il y ait davantage de consensus politique. Donc on n'a pas du tout fini avec ce projet de plaidé coupable, étant précisé que, comme par hasard, il y avait quand même un corps de profession qui soutenait ce projet, c'était la haute hiérarchie judiciaire et notamment les procureurs généraux, qui, comme par hasard, sont les personnes qui sont hiérarchiquement soumis à M. Darmanin. C'est assez curieux, n'est-ce pas? À tel point que les procureurs généraux, et ça je veux y insister, ont signé une tribune dans Le Monde il y a quelques mois, appelant justement à la création d'un plaidé coupable, où il y a écrit noir sur blanc dans cette tribune que cette procédure pose effectivement un certain nombre de problèmes légitimes,
Voilà. Notamment le fait que ça peut générer des erreurs judiciaires. Donc ça, c'est un paragraphe. Et juste en dessous, mais il ne faut pas rêver, on n'aura jamais les moyens de mettre en place une justice criminelle qui peut fonctionner en accord avec les grands principes et notamment l'intervention du jury populaire. Donc allons-y Donc, et il faut essayons. abandonner ces principes. Oui, et je trouve, il faut quand même rappeler que les magistrats, et au premier chef d'ailleurs les hauts magistrats de la hiérarchie judiciaire, ce sont des magistrats qui, selon la Constitution, sont les gardiens de la liberté individuelle. Et ben, moi, je considère que des magistrats qui signent ce type de tribune en soutenant une procédure dont ils disent eux-mêmes qu'elle va générer un certain nombre judiciaire, trahissent leur rôle de gardien des libertés individuelles. Je trouve que c'est une tribune justement de capitulation. Surtout s'ils associent ça avec une phrase consistant à dire que la justice n'aura jamais les moyens de toute façon. Ça, c'est vraiment de la capitulation. De toute façon, on n'aura jamais les moyens de bien fonctionner, donc accommodons-nous de procédures illusoires. Et sur le deuxième aspect, oui, effectivement, de toute façon, c'est un choix politique que de ne pas attribuer suffisamment de moyens à la justice. Il y a énormément de comparatifs qui ont été faits ces derniers jours en lien avec l'affaire Iana par rapport aux moyens dont bénéficient les justices dans les autres pays du Conseil de l'Europe. Et on sait que la France, alors malgré quelques rattrapages qui ont pu être faits ces dernières années, est encore, en termes de moyens attribués à la justice, en dessous de la moyenne européenne. En dessous de la moyenne européenne, on sait par exemple qu'on a en France 4 fois moins de procureurs qu'en Allemagne. Ce qui est hallucinant quand on y pense. Et pourtant, l'Allemagne n'est pas réputée être un État réfractaire au néolibéralisme. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, ce qui est encore plus inquiétant. Et voilà, une fois qu'on a ces données en main et qu'on s'aperçoit que la justice française a un problème spécifique vis-à-vis des moyens qui lui sont octroyés, bah, je pense qu'il faut tout simplement en tirer les conclusions politiques et essayer de faire passer cette idée que ce n'est absolument pas une fatalité et qu'on pourrait tout à fait faire des choix politiques différents, notamment en donnant à cette justice les moyens de bien fonctionner. Si on en revient donc au premier objet du livre, la disparition programmée du jury populaire, et avec cette loi donc Dupond-Moretti qui est entrée en vigueur, je crois, début 2023, c'est ça. Le jury populaire depuis a complètement disparu. Les assises ont complètement disparu? Alors, elles n'ont pas complètement disparu. Elles restent dans 2 cas. Donc, la participation du jury populaire intervient encore dans 2 cas. Le premier cas, c'est pour les crimes qui sont punis de plus de 20 ans de réclusion criminelle. Donc, en gros, c'est essentiellement les meurtres et les assassinats. Donc, ça représente une part mineure, finalement, des crimes, c'est-à-dire à peu près 30-35%, mais pas davantage. Et le jury populaire intervient toujours en appel pour l'ensemble des affaires. C'est-à-dire que quand une cour criminelle départementale va condamner quelqu'un, par exemple, si le condamné fait appel, il fera appel à nouveau devant un jury populaire, où il y a en plus un peu plus de jurés, parce qu'il y a 9 jurys populaires, alors qu'en première instance, il y en a seulement 6, pour donner un peu plus de légitimité à la décision. Mais on va dire que c'est quand même un énorme coup de canif qui a été donné dans le jury populaire, puisque finalement, ça fait en sorte que le jury populaire, qui auparavant jugeait quasiment la totalité des crimes, eh bien aujourd'hui n'en juge plus qu'une minorité. C'est vraiment une rupture historique, fondamentale vis-à-vis de la tradition révolutionnaire. Et là où ça me préoccupe énormément en ce qui me concerne, c'est que j'associe, comme beaucoup, comme la quasi-totalité des avocats, comme beaucoup de magistrats, comme aussi les collectifs féministes et enfantistes, le jury populaire a un certain nombre de qualités que ne peut pas avoir une juridiction où il n'y a pas de jury populaire. Pour commencer, il me semble assez évident de constater qu'il y a un intérêt démocratique à avoir la présence du jury populaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale constituante en 1791, quand le jury populaire a été institué en France, eh bien, on s'aperçoit que l'intention des révolutionnaires, c'était justement de faire en sorte que les citoyens que nous sommes, on ait un droit de contrôle, un droit de regard sur les verdicts rendus dans les affaires les plus graves, c'est-à-dire les affaires criminelles, parce que les crimes, ce sont finalement les infractions qui, par leur gravité, sont les atteintes les plus graves au pacte social et donc nous concernent tous. Et c'est donc tout normal. Au long du XVIIIe siècle, la question de la justice criminelle et de son arbitraire était une question éminemment politique et brûlante. Ça focalisait les mécontentements. Ah, bien sûr, et d'ailleurs, c'est vrai qu'à la Révolution, ça a été peut-être pas le principal point, mais en tout cas, un des points fondamentaux de l'élan, on va dire, révolutionnaire. Et d'ailleurs, cette idée de faire appel à des jurés apparaît dans certains cahiers de doléances. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important là derrière. Et déjà parce que les simples justiciables, justement, les manants étaient parfaitement démunis face quand ils n'avaient pas l'éminence sociale suffisante. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans ces débats à l'Assemblée nationale constituante. Un autre point qui est fondamental, me semble-t-il, et qui est vraiment très lié aux cours criminelles départementales, donc un argument en faveur du jury populaire, c'est un argument féministe. Alors ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'on ne fait pas forcément le lien intuitivement entre jury et féminisme. Et qu'est-ce qui fait que j'emploie par conséquent cet argument-là? C'est que ces cours criminelles départementales,
quand on dit qu'elle juge aujourd'hui à peu près 60% des affaires criminelles, eh bien, en vérité, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'elle juge à 90%, voire 95% parfois, des affaires de viol. C'est-à-dire que c'est des juridictions qui ne jugent quasiment que des viols. Et d'ailleurs, elles ont été créées pour ça, à tel point que M. Darmanin, avec l'élégance qui le caractérise, a pu dire que les cours criminelles étaient devenues la cour du viol. Fin de citation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment M. Darmanin qui s'exprime. Mais en tout cas, on va dire que mathématiquement, c'est pas tout à fait faux, parce que c'est 90-95% des affaires. Et en quoi ça pose problème ? Eh bien, ça pose problème parce que ça fait comme si aujourd'hui, on avait une justice criminelle à deux niveaux. On va dire qu'on a la justice criminelle Ligue des champions, c'est-à-dire c'est la justice criminelle qui fait appel aux jurés citoyens, où on prend le temps de bien juger, où il y a ce temps de la pédagogie qui fait qu'on a un procès réparateur, cathartique. On a cette symbolique en plus associée à la présence des jurés. Bref, quand c'est vous une dites justice de cathartique, qualité. peut-être qu'on l'explique, hein, c'est que ça permet finalement de faire sortir les sentiments les plus violents et de finalement s'en libérer d'une certaine Oui, façon. c'est ça, de s'en libérer. Par la mise en scène, la scénographie, les échanges, le spectacle au fond du procès lui-même. C'est ça, c'est cette scénographie qui permet justement cet apport positif-là, et c'est la raison pour laquelle certaines victimes, y compris lorsque le procès a été violent, parce que parfois le procès, d'ailleurs souvent le procès est un moment violent par définition, c'est pas, on n'y va pas de gaieté de cœur, et bien malgré cette violence qui est intrinsèque au procès, vont justement dire que c'est quand même ce procès qui leur a permis symboliquement de passer à l'étape d'après, et d'amorcer un processus de reconstruction. Et ça a été libérateur. C'est la catharsis, quoi. Tout à fait. C'est violent, mais c'est libérateur. Exactement, exactement. Donc ça, c'est le procès d'assises. Et en dessous, désormais, avec la création de ces cours criminels, on a, on va dire, la justice Conférence League, donc un niveau en dessous, qui en fait ne fait plus appel aux jurés citoyens, qui n'a plus cette dimension cathartique, qui n'a plus cet apport symbolique des jurés, et qui a été faite pour être plus expéditive, qui a été faite pour compresser le temps judiciaire, parce que quand on est entre professionnels, on juge finalement beaucoup plus vite. Et ça, c'est pour les viols précisément, ou pour les violences sexistes Et ça, finalement, c'est quasiment réservé qu'aux viols. Donc ça veut dire que, avec le moment politique qui est le nôtre, où on a un gouvernement qui dit à qui veut l'entendre qu'il faut mettre le paquet sur les violences sexistes et sexuelles, qu'il faut absolument impliquer tous les citoyens dans la lutte contre ce type de violence-là, et ben c'est le moment politique que l'on a choisi pour empêcher les citoyens d'avoir le droit de juger, du coup de voir finalement ces crimes-là. Et ça, c'est particulièrement préoccupant, d'autant qu'il faut quand même le rappeler, le fait que les viols soient jugés comme des crimes à part entière, comme le sont les crimes de sang. Ça a été un combat qui a été mené par Gisèle Halimi. Et finalement, c'est ce combat-là qui est remis en cause par la création des cours criminelles départementales, puisqu'aujourd'hui, eh bien, les viols ne sont plus jugés comme des crimes de sang. Ils sont jugés par une procédure à part qui a été conçue pour être plus expéditive, à tel point que, actuellement, quand on regarde les statistiques judiciaires, on s'aperçoit qu'un procès en cour d'assises, en moyenne, il dure à peu près 3,5 jours. Et pour les cours criminelles départementales, c'est un jour de moins. Donc ça veut dire qu'on a quand même considérablement réduit le temps d'audience, et par conséquent, la capacité pour les accusés à s'exprimer, pour les victimes à s'exprimer, pour les experts et témoins à être entendus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave déjà. Et en plus de ça, il se trouve qu'il y a à peu près 2 mois, eh bien, il y a une circulaire de M. Darmanin qu'il a adressée à l'ensemble des magistrats, circulaire qui a fuité dans le journal L'Humanité, me semble-t-il. Et cette circulaire, elle indiquait aux magistrats qu'ils étaient fortement encouragés dans les cours criminels à faire en sorte que les crimes qui y sont jugés, c'est-à-dire les viols, soient jugés en une seule journée. C'est-à-dire qu'on passerait de 2,5 jours aujourd'hui en moyenne, ce qui est déjà très peu, à finalement des audiences ultra compressées en une journée. Et l'idée qui est exprimée dans cette circulaire pour aboutir à ce résultat, c'est de citer le moins de témoins possible, donc de faire entendre le moins de témoins possible et de faire entendre le moins d'experts possible pour compresser au maximum ce débat judiciaire. C'est une circulaire évidemment qui a fait scandale, et très légitimement, parce que ça veut dire finalement, encore une fois, qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette, le bout gestionnaire justement, où on se préoccupe plus du tout de cette dimension réparatrice, cathartique, humaine finalement du procès. On veut juste aller plus vite. Il faut savoir que ce temps des assises, au-delà de la dimension cathartique dont on parlait tout à l'heure, ça va aussi permettre de faire émerger des paroles qui jusqu'à présent n'avaient pas émergé. Il arrive très très souvent qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler de très beaux moments de cour d'assises où pendant des années d'instruction, des années d'enquête, il y a des choses qui n'ont pas pu être dites parce qu'il n'y a pas eu par exemple la confrontation entre l'accusé et certains témoins, ou entre l'accusé et les témoins, ou entre l'accusé et la victime, je veux dire. Et il se trouve que c'est ce moment-là et le fait qu'on prenne le temps qui va permettre à cette parole d'émerger. Ça peut être pas grand-chose, ça peut être un accusé qui va prononcer des mots d'excuse. Ça va être un témoin qui va dire une chose qu'il avait oublié de dire pendant l'enquête. Et si on ne prend pas le temps de juger, eh bien ces paroles-là n'arriveront plus. C'est pas grand-chose, mais ça va avoir de grosses conséquences en réalité humaines. Tout à fait, humainement, et ça, c'est pas quantifiable. Et parce que c'est pas quantifiable, eh ben, le gouvernement s'en fiche. Le système est en place donc en fait depuis 3 ans et demi.
Et il y a déjà une réforme qui est prévue, donc réforme de la loi Dupond-Moretti, programmée pour une évolution donc par Gérald Darmanin. Tout à fait. Alors, il faut savoir que ces cours criminelles, elles avaient des objectifs que j'ai énoncés tout à l'heure, à savoir que ça coûte moins cher et que ça permette d'économiser du temps. Et il se trouve que ces deux objectifs, globalement, n'ont pas si bien été atteints que ça. Ça n'a pas été atteint, notamment parce que ces cours criminelles, alors qui certes jugent plus rapidement, mais en même temps, elles ont généré un taux d'appel plus important qu'avant. Parce que c'est une justice qui est ressentie comme moins légitime, parce que c'est une justice qui offre moins de temps de parole, moins de temps de débat, et par conséquent, que ce soit du côté procureur ou du côté des accusés, eh bien, on fait plus systématiquement appel. Donc c'est contre-productif. C'est contre-productif. Et oui, et puis en plus, vu que ces cours criminelles, elles mobilisent 5 magistrats, là où les cours d'assises n'en mobilisaient que 3, eh bien, ces 5 magistrats, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc, en fait, sur ces magistrats, il y a un certain nombre de personnes qui vont être, par exemple, par ailleurs, juges aux affaires familiales et qui vont être plus souvent sollicités pour aller siéger en affaires criminelles. Donc, en fait, ça fait perdre du temps parce qu'il y a plus d'appels et ça fait perdre du temps à l'ensemble de la chaîne judiciaire, y compris dans les matières civiles, ce qui est quand même assez paradoxal pour une réforme qui entendait aller plus vite. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, en termes d'économie, eh bien, vu qu'il y a plus d'appels, ça coûte également beaucoup plus. Donc, en vérité, c'est même pas sûr qu'il y ait un gain de temps, d'un gain financier, pardon. Et la deuxième chose, c'est que pour éviter ce problème que je viens d'énoncer, à savoir qu'on mobilise beaucoup de magistrats pour juger ces 5 magistrats, eh bien, on a créé un système où on fait intervenir finalement des magistrats ou des avocats à la retraite, qu'on appelle des avocats honoraires ou des magistrats honoraires, qui viennent en quelque sorte combler les trous pour faire en sorte de ne pas trop mobiliser les magistrats en exercice. C'est vraiment une constante, parce qu'on a vu ça dans l'éducation nationale aussi, en disant pourquoi est-ce que finalement les instituteurs ou les professeurs à la retraite, étant donné qu'il n'y a plus de candidats au concours, voilà, ou qu'il n'y a plus personne ne veut faire le job, pourquoi on ne les ferait pas revenir? C'est vraiment, il y a quand même une, disons, des similitudes, enfin, c'est vraiment général, quoi, dans tous les secteurs des services publics, au fond. Ah oui, oui, c'est ce qu'on retrouve dans la justice, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait dupliquer, qu'on retrouve au niveau de l'éducation nationale, certainement dans les hôpitaux, enfin, en tout cas, c'est quelque chose, oui, qui est assez communément réparti entre les services publics, malheureusement. Et il se trouve que pour rendre ces fonctions de magistrat honoraire ou d'avocat honoraire attractives, eh bien, le gouvernement a fixé un montant de rémunération très haut pour ces personnes-là. Et par exemple, je vous donne un chiffre, un magistrat honoraire, donc un magistrat à la retraite, il est rémunéré en brut 722 € par jour d'audience. Aux assises, enfin en cours criminel, pardon. 722 € par jour d'audience, alors que comme je le rappelais tout à l'heure, l'idée c'était de faire des économies et qu'un juré est rémunéré 100 € par jour d'audience. Ça veut dire qu'un magistrat honoraire, il pèse à lui tout seul 7 jurés populaires. Vous voyez. Donc en termes d'économie, le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte n'y est probablement pas. Donc bon, et malgré ça, eh bien, il se trouve que Gérald Darmanin, dans son projet actuel, donc ça s'appelle le projet de loi sûre, entend étendre la compétence de ces cours criminelles départementales de 2 façons. La première, en les rendant compétentes en appel, justement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour éviter la conséquence fâcheuse au plan économique que vous citiez à l'instant. Pour limiter certainement le nombre d'appels. Et il faut se rendre compte du fait que si jamais ça venait à être adopté par le Parlement, eh bien, ça veut dire que pour la majorité des affaires criminelles, donc 60% d'entre elles, encore une fois, il n'y aurait plus aucune possibilité que l'affaire soit jugée par un jury populaire, ni en première instance, ni en appel. Et ce qui veut dire que ça serait la première fois depuis 1791 qu'il y a une impossibilité radicale d'accéder au peuple pour être jugé dans les affaires criminelles. Ça serait en fait une forme de retour à l'ancien régime, pour le dire très clairement. Et le deuxième aspect où ils veulent faire évoluer la loi, c'est étendre la compétence de ces cours criminels, cette fois-ci au jugement des récidivistes. Jusqu'à présent, les récidivistes ne sont pas jugés par les cours criminels parce qu'à l'époque, le gouvernement avait dit quand il y a récidive, c'est quand même important que le peuple soit là pour juger ses affaires, ne serait-ce que symboliquement. Bon, il se trouve que la promesse semble avoir déjà été oubliée alors qu'on n'est que 3 ans après la réforme. Donc on jugerait par exemple les personnes qui commettent des viols en récidive devant les cours criminels alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça aussi, ce statut des récidivistes, ça ressemble à l'ancien régime. Ah bien sûr, oui, alors ça, il y a quelque chose. C'est aussi un retour à l'ancien régime. Il y a une correspondance énorme avec l'ancien régime. Associé d'ailleurs avec le projet de plaider coupable, qui était une forme de retour à la culture de l'aveu, qu'on pouvait aussi observer sous l'ancien régime. Il y a vraiment quelque chose de très ancien régime là-dedans. Et la deuxième chose, et ça c'est un leurre sur lequel il faut insister, que veut mettre en place M. Darmanin, c'est justement changer la composition de ces cours criminels. Alors, il a annoncé ça il y a environ 1 an. L'idée, c'est de faire en sorte que dans les cours criminels, où il y a aujourd'hui 5 magistrats, avec notamment ces magistrats honoraires dont je vous parlais, eh bien, il y ait désormais 3 magistrats, donc le président de la cour criminelle, 2 magistrats assesseurs, et les 2 autres, ça serait alors soit des magistrats honoraires, avocats honoraires, donc comme avant, soit 2 citoyens assesseurs, ce qu'il appelle des citoyens assesseurs.
Et quand il a présenté son projet, il a dit « c'est génial parce que ça serait une forme de retour au jury populaire ». Il l'a annoncé comme ça. Et je vais expliquer, je vais prendre 1 minute pour expliquer pourquoi ça serait absolument pas en vérité une forme de retour au jury populaire. La première raison, c'est que ces citoyens assesseurs, ils ne seraient pas tirés au sort sur les listes électorales comme le sont les jurés citoyens, ils seraient choisis par la magistrature. C'est un système qui existe déjà pour les tribunaux pour enfants, par exemple, où on a effectivement un certain nombre de personnes qualifiées que l'on choisit comme ça. Et le problème de ça, c'est que c'est des personnes qui, par conséquent, vont présenter une moindre indépendance que les jurés populaires qui, eux, ne comptent à rendre à personne. C'est un premier point. La deuxième chose, quand on regarde le texte dans le détail, c'est que ces citoyens assesseurs ne seront pas du tout pris parmi la masse des citoyens, de façon aléatoire. Ils seront choisis parmi des personnes qui ont suivi des études de droit pendant au moins 3 ans. Autrement dit, ils seront sélectionnés parmi la communauté des juristes. Donc on ne devrait pas parler de citoyens assesseurs, on devrait finalement parler de juristes assesseurs, qui n'auront par conséquent pas du tout la représentativité, qui ne représenteront pas la diversité du peuple français comme le fait un jury populaire. Donc c'est vraiment un leurre démocratique à cet égard-là. Et la troisième chose, c'est que de toute façon, ces citoyens assesseurs, quand on regarde le texte, ils seront au maximum 2, au minimum 0. C'est-à-dire que leur présence n'est que facultative. Donc on pourra très bien avoir encore des cours criminels avec seulement des magistrats. Et quand bien même il serait 2, ça veut dire qu'il y aura 3 magistrats, 2 citoyens assesseurs. Et par conséquent, ces citoyens assesseurs pourront se voir imposer leurs décisions par les juges. Alors qu'actuellement, les jurés populaires dans les cours d'assises sont majoritaires par rapport aux magistrats et ne peuvent pas se voir imposer leurs décisions. Donc en fait, c'est juste une espèce de vernis démocratique qui a été déposé par M. Darmanin sur cette proposition, mais qui en réalité n'a rien à voir avec un jury populaire. C'est juste une façon de donner l'impression qu'on aura un concours citoyen dans les cours criminels, alors qu'en vérité, ça restera la chasse gardée des magistrats. On a l'impression quand même, pour finir, qu'il y a une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire qu'on se lance dans ce type de réforme parce que c'est la logique néolibérale profonde, puis on se rend compte qu'en fait, il y a des effets induits qui sont contre-productifs. Donc, on en rajoute, on va essayer de tailler autrement. Ça donne un sentiment de course un peu folle, en fait. Oui, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant et c'est toujours la même logique. C'est-à-dire qu'on met en place une réforme en disant qu'elle va avoir certains effets. Ces effets ne sont pas produits. Et là, on va dire, et s'ils n'ont pas été produits, c'est pas parce que la réforme est mauvaise, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin. Donc là, on va encore plus loin. Et puis, une fois qu'on est allé au maximum de là où on pouvait aller et qu'on s'aperçoit que ça marche pas, eh bien, on invente un nouvel outil qui va être encore pire sur le terrain des libertés fondamentales et des grands principes du procès, par exemple le plaider coupable criminel. C'est exactement ce qui s'est passé avec les cours criminels. Ouais, les cours criminels, l'idée, c'était de faire en sorte de désengorger la justice. On est 3 ans après, et ce que disent tous les rapports sur le sujet, c'est que les cours criminels, 1, elles ne sont pas permis d'aller plus vite, et 2, elles sont déjà engorgées. D'où cette idée de créer le plaider coupable. Mais comme je disais tout à l'heure, si on continue cette fuite en avant, l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, repolitisons la question. Et faisons en sorte que nos concitoyens déjà aient ce sujet à l'esprit, parce que malheureusement c'est un sujet qui pour moi est fondamental. Pourquoi ? Parce que sous les constitutions antérieures de nos républiques françaises, il faut savoir que le jury populaire était une garantie constitutionnelle. On l'a peut-être oublié, mais c'était une garantie constitutionnelle. Et d'ailleurs c'est une garantie constitutionnelle dans beaucoup de pays qui nous entourent. L'Espagne par exemple, le Portugal, la Belgique. C'est-à-dire que c'est des pays où on ne pourrait pas de toute façon retirer aux citoyens le droit de juger les crimes. C'est inscrit dans leur constitution alors que c'est pas le cas pour nous, c'est ça ? C'est pas le cas pour nous depuis la 4e République. Mais auparavant, c'était effectivement inscrit dans le marbre de nos constitutions. Les révolutionnaires l'avaient mis dans le marbre de nos constitutions. C'était le cas aussi sous la Seconde République, qui était une des républiques les plus sociales qu'on ait connues. 1848. Tout à fait, où effectivement c'était dans le marbre de la Constitution. Et aujourd'hui, on fait comme si c'était un sujet secondaire, alors que le droit de juger les crimes, c'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas le supprimer comme ça en claquant des doigts. Et l'idée de ce livre, c'est de faire en sorte de sensibiliser, on va dire, à cette question-là, de se rappeler quand même d'où ça vient, de se remémorer l'importance de ce droit de juger les crimes et de militer, pourquoi pas, pour que ça devienne à l'avenir justement une garantie constitutionnelle, comme ça l'était auparavant, par exemple, sous la Deuxième République. On voit bien en écoutant la description du processus que vous donnez que pour inverser la tendance, il faut justement un mouvement politique de fond. Merci beaucoup, Benjamin Fiorini. C'était vraiment très clair sur un sujet qui est en apparence très technique, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça, et surtout dont les implications sont massives et clairement politiques. Sauvons le jury populaire pour une justice humaine, démocratique et citoyenne, aux éditions LGDJ. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi cet épisode d'OZAP. On s'autorise à penser,
Le média est en lutte pour sa survie. Je vous le rappelle, nous avons absolument besoin de vos abonnements, de vos dons récurrents. Rendez-vous sur la page web du média, lemediatv.fr, et puis vous pouvez toujours suivre donc nos émissions, non seulement sur YouTube, mais aussi sur les Freebox, canal 165, et sur le bouquet Orange, canal 257. À bientôt sur le média.